Non, ben non, j'ai 3 enfants. Ouais, mais il faut faire un manger. Ce sont les étudiantes de Frédéric Montandon. Je la cherche, je la vois pas. Elle est là, voilà. Elle est professeure à l'UPEC et avec elle et son directeur, on a noué un partenariat. J'expliquais à Michel Abibol tout à l'heure que ce partenariat est très très important puisque ces jeunes sont commis, si j'ose dire, de venir au cinéma. Ça fait partie de leur cursus obligatoire, cours obligatoire pendant leur cursus, de venir aux séances du Open World, regard croisé, qui est très exigeant, aussi bien du point de vue de la qualité des séances, des conférences, que des films que nous projetons, puisque nous touchons à des sujets de société à chaque l'une de nos séances, ou des sujets géopolitiques, comme ce sera aussi le cas ce soir, qui se mélangent bien sûr à d'autres sujets. Alors évidemment, c'est tous les pays du monde, c'est Open World, regard croisé. Il y a un monsieur qui est assis tout au bout là-bas, il faut avancer parce que c'est réservé les bancs là-bas. Voilà, donc et nous sommes très fiers de ce cercle cinéphile que nous avions créé à l'époque avec Philippe Herzog. Ça suivait évidemment les séances cinéma en pagaille et un festival de cinéma que j'animais sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et puis nous avons créé ça pendant le Covid. Parce que le Covid, on ne pouvait plus aller dans le monde. Donc on a dit, il faut que le monde vienne à nous. Hein. Donc, et à travers l'image, les récits, la musique, évidemment, nous avons offert des séances mensuelles. Donc on en est à la 40e ou 41e, je ne sais plus, séance ce soir. Et en fonction de l'actualité, bien sûr, nous nous mêlons des sujets difficiles. Hein, Russie-Ukraine, Jacques, tu étais là, mais aussi la monnaie, le rôle de la monnaie dans les crises financières. Alors je peux vous dire que c'est pas un sujet facile, mais avec nos pédagogues comme Philippe Herzog et Jacques Delarosière, on s'en est très très bien sortis et on a projeté Les raisins de la colère de John Ford et que les jeunes ne connaissaient pas. Hein. Donc on leur fait découvrir des anciens films, les grands maîtres du cinéma. On a fait des soirées Mizoguchi, des soirées Rossellini, bien sûr, Douglas Turk et autres. Donc on est très fiers de ce cercle, on espère qu'il va se développer bien, avec vous, vos amis, bien sûr. Voilà. Et nous avons cette année mis la musique au thème, comme thème de notre année, la musique et le cinéma. Hein. Donc on a commencé avec Ennio Morricone, mais la musique, évidemment, c'est un langage, c'est un dialogue. Quand on l'arrête, les civilisations meurent, hein, comme on le sait, ou comme on peut le vivre quelquefois avec des régimes totalitaires. Donc on dit... voilà, la musique, et pour accompagner nos filles, on a créé la chorale. Et je l'anime. Et c'est pas facile. Et c'est un petit truc en plus, hein, puisqu'on publie, et sinon, les livres de Philippe, ma lettre des entretiens européens nucléaires, elle sort la semaine prochaine. Donc voilà, on est très fiers, en fait, hein, de notre activité. Et alors, on est surtout très fiers des amis qui nous font l'honneur à chaque fois de venir dans nos conférences, pas toujours les mêmes, hein, je te rassure Michel, hein, on ne va pas t'inviter chaque mois, encore que je vais te remettre ta carte, Ben Cheikh aussi, Galeb aussi, et comme ça vous pourrez venir comme vous le voulez au cinéma avec nous, chaque mois vous serez invité. Voilà, vous serez membre de notre cercle, notre doyen est là, vous ne serez pas les plus vieux, d'ailleurs il y a encore Philippe Herzog qui est là aussi. Voilà, alors ce soir, c'est la 3e séance de la trilogie, une trilogie exceptionnelle, il faut le dire. On a eu bien sûr l'idée, avec Philippe, on a eu l'idée, ça nous semblait évident, hein, de faire une trilogie pour essayer de comprendre l'antisémitisme et essayer de mobiliser les jeunes et les moins jeunes pour le combattre. C'est un fléau. Et et on a commencé avec essayer de comprendre les racines de l'antisémitisme avec René Brague, Annette Vievka et le Rabbin de France, hein, Corsia. Donc c'était une belle soirée, il y avait Émile Mallet d'ailleurs également. Et puis nous avons prolongé avec la Shoah, parce que c'est le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le père de Philippe,
il a laissé aussi sa vie là-bas, mais c'est pas pour ça, c'est parce que ça nous concerne tous, évidemment, et nous avons un devoir de mémoire, et les Juifs ont droit à la mémoire, donc nous avons organisé cette séance qui a été très très réussie avec Judith Cohen-Solal et Johan Hanou, qui a Hanou. Oui, c'est pas le même nom que toi, je vais parler de toi après. Et Youssef Murciano, donc le jeune président des étudiants juifs de France, avec qui nous avons fait connaissance et nous avons noué un partenariat. Et je tenais ce soir, pour le débat du retour de l'antisémitisme dans un contexte géopolitique extrêmement grave, préoccupant, dramatique, on peut dire les choses comme ça, que ce soit ces jeunes de l'Union des étudiants juifs de France qui l'animent. Voilà, ça changera un peu, d'ailleurs ça changera de moi, ce sera pas mal. Et puis, ils connaissent bien le sujet, mais ils m'avaient surtout beaucoup ému quand j'ai préparé cette séance, ou celle d'avant, sur ce qu'ils sont en train de vivre à l'université. Et évidemment, on ne s'y attendait pas, on ne le sait pas. Enfin, il faut être encore ou à l'université, étudiant ou professeur, et encore, il y en a beaucoup qui font l'autruche, j'en suis sûre. Mais bon, voilà, ils se font pousser, injurier, sale juif, etc. Ça recommence, il y a des étudiants qui ne viennent plus à l'école, et il y en a... Et Jean-Luc Denat, un autre ami qui est ici dans la salle, me disait il a des amis juifs qui repartent en Israël. Et ils repartent aujourd'hui dans un contexte extrêmement difficile. Et voilà. Et on est dans ce contexte-là, on va en parler ce soir. Pourquoi ce retour comme ça de l'antisémitisme, presque banalisé, si j'ose dire, pas complètement, un petit peu... Je vais laisser la parole à Léa. Bien sûr, elle va vous présenter, elle va présenter nos deux invités, elle va vous interroger. Mais on n'a pas envie de défendre l'indéfendable, ni d'un côté ni de l'autre. Je le dis comme ça, très, très clairement. On n'oublie pas, évidemment, la situation des Juifs dans le monde. Ils restent à 15 millions, ils font peur encore à tout le monde. Ils sont encore de trop, on veut vous éliminer. Mon mari en fait partie. Bon, bah, voilà, il faut se défendre. En même temps, se défendre peut-être pas par les armes. C'est un peu ça notre théorie à nous. Hein, c'est qu'on veut travailler à la paix entre les peuples et c'est difficile. Et on a besoin de tous, y compris bien sûr des musulmans. Je regarde Galeb. Et puis, pour ce qui concerne Israël, évidemment, condamner fermement le Hamas et condamner peut-être aussi l'État d'Israël et Netanyahou, qui ira jusqu'au bout, peut-être, sauf si la communauté internationale s'élève, et aussi les Juifs eux-mêmes. Et ça, c'est formidable, un peu comme pour les musulmans qui condamnent le djihadisme, des Juifs s'élèvent, comme Orviller, Delphine, rabbin elle-même, qui vient de faire un texte avec d'autres pour condamner Netanyahou, et je crois qu'elle sert Israël en faisant ça. C'est mon point de vue, vous ne le partagez peut-être pas. Ici, on a le droit de tout dire, on a le droit de poser les questions qu'on veut, on n'a pas le droit de se taper dessus, c'est tout. Mais sinon, on a le droit de se confronter avec des questions qui fâchent. On ne va pas le faire en se fâchant, hein, on va le faire voilà, de façon courtoise, mais pour qu'on essaye de clarifier les consciences et qu'on comprenne surtout la position des uns et des autres. Hein, donc s'il y a des positions divergentes, on n'est pas sûr en plus. Donc Michel, je t'invite à venir à la tribune, Galeb aussi, et je vous présente Léa. Donc Léa, on va l'applaudir, elle a 26 ans. On me rappelle quand j'ai commencé, j'étais encore un peu plus jeune même. Et donc je suis très heureuse qu'elle soit là, elle est étudiante en droit, elle est trésorière de l'UEJF. Et elle est vive, vous allez voir. Je vais lui laisser la parole. Je vais la laisser maîtresse de cette conférence. Donc Léa, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Claude de nous avoir permis d'être inclus à ce cycle de conférences si important et de projection. Et merci de ta confiance pour l'animation de ce débat. Bonjour Michel Abitbol et Galeb Meche. Merci beaucoup d'être là. Michel Abitbol, vous êtes historien spécialisé dans l'étude des relations entre juifs et arabes. Vous avez enseigné notamment à l'EPHE, à l'EHESS, à l'Université de Paris 8, à l'IEP de Paris aussi, je crois. Et en 2000, vous avez reçu de l'Académie française le prix Thiers d'histoire et de sociologie. Actuellement, vous êtes chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous avez notamment collaboré à l'histoire universelle des Juifs, dirigée par Elie Barnavi. Et vous avez publié de nombreux ouvrages
sur l'histoire des Juifs, sur les relations entre Juifs et Arabes et aussi sur Israël, ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui évidemment, comme Histoire d'Israël en 2018, réédité l'année dernière, qui est vraiment d'actualité. Ah ben voilà, il est là, donc vous pourrez l'acheter tout à l'heure. Et vous évoquez les sources du conflit entre Israéliens et Palestiniens, l'émergence d'une nation israélienne et d'une culture hébraïque moderne, mais aussi des clivages en Israël, qui mettent à mal la cohésion de la société israélienne dans un contexte de guerre meurtrière. Et aujourd'hui encore, la montée des extrémistes rend plus incertain que jamais l'établissement d'une paix durable dans la région. C'est plus que jamais d'actualité et vous allez nous en parler. Merci. Galeb Benchek, vous êtes islamologue et vous avez été élu en décembre 2018 président de la Fondation de l'Islam de France, fondation créée en 2016 pour favoriser, je crois, par des actions éducatives, culturelles et sociales, l'affirmation d'un islam humaniste dans l'islam de France. Elle est reconnue d'utilité publique. Vous êtes considéré, je crois, comme un réformiste et aussi un acteur de la paix. Et ça va, je pense qu'on va en parler ce soir et que c'est important. Vous avez été président notamment de la branche française de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Et pendant 5 ans, le vice-président de la Fraternité d'Abraham, association qui prône le dialogue interreligieux. Et beaucoup de personnes de la salle vous ont sûrement vu le dimanche matin sur France 2 dans l'émission Islam que vous avez animée pendant 20 ans. Merci à tous les deux d'être là. Et pour commencer ce débat, je voulais revenir sur un des termes du titre de ce débat, qui est le retour. On parle de retour de l'antisémitisme ici. Et ça m'évoque, moi, plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a vraiment un retour de l'antisémitisme ? Ou est-ce qu'il a toujours été là ? Quelles sont ses sources aujourd'hui ? S'il y a un retour, de quand il date et comment il se manifeste ? Voilà, je laisse la parole à... Oui, il y a un retour, mais je voudrais commencer, si vous permettez, par rappeler certaines dimensions un peu uniques de cette haine des Juifs. C'est de toutes les haines, il y a la haine ou la détestation de l'étranger, de la femme, de l'arabe, des homosexuels et de tout ce que l'on sait. Mais la haine des Juifs est la plus ancienne et la plus tenace aussi. Une autre remarque, elle est consubstantielle du christianisme et de l'islam dans leur évolution théologique. À savoir que l'antisémitisme chrétien, notamment, a changé en même temps que le christianisme, s'il vous plaît. C'était au départ le juif déicide, ensuite le juif l'assassin sanguinaire, du meurtre rituel, le juif empoisonneur des puits, et puis, bien sûr, on continue jusqu'à l'époque moderne, c'est le juif capitaliste, exploiteur, le juif révolutionnaire, le juif prolétaire, et pour terminer, bien sûr, le juif sioniste, qui l'on considère le judaïsme, non pas seulement comme un groupe ethnique ou un groupe religieux, mais aussi comme un groupe politique, qui est vraiment l'invention de ces derniers temps. Une autre remarque générale, l'antisémitisme a aussi cette particularité d'exister même sans les juifs. Il y a un antisémitisme sans juifs. Par exemple, Shakespeare, Marlowe, on parlait du juif de Shylock et de Barabbas, 2 siècles et demi après la disparition des juifs d'Angleterre. Donc probablement ils n'ont jamais vu de juifs. Il en est de même en Espagne. L'Espagne, il y a eu cette lutte absolument atroce contre les marâmes, parce qu'on considérait que même que le baptême n'enlevait pas ou n'abolissait pas l'état originel des Juifs, alors qu'il n'y avait plus de Juifs. Et on peut encore continuer et porter des exemples des pays de l'Est, des pays après la Shoah, par exemple, en Pologne et en Hongrie. Et puis on peut même ajouter que dans le monde arabe, le monde arabo-musulman, l'image des Juifs n'a jamais été aussi mauvaise depuis qu'il n'y a plus de Juifs, ou pratiquement plus de Juifs de nos jours. Et pour rebondir sur votre question, l'antisémitisme aussi a cette autre particularité,
de rebondir après des périodes, disons, de disparition. Et bien, l'autre particularité, c'est l'antisémitisme a aussi une facilité énorme de contaminer d'autres civilisations, d'autres ères de civilisation qui n'ont pas connu l'antisémitisme, qui ne sont pas chrétiens. Le meilleur exemple, et j'imagine en parler, c'est ce que nous appelons aujourd'hui peut-être l'antisémitisme islamique. L'antisémitisme islamique a des particularités qui sont absolument étrangères à l'islam, mais qui sont le produit d'une contamination de l'antisémitisme chrétien. Mais je voudrais commencer par le rebond, parce que pour moi, alors, aujourd'hui, quand on parle du socialisme ou bien de l'antisémitisme en France ou en Europe, on pensait que l'antisémitisme est un phénomène de droite seulement. Et puis, bien sûr, il suffit de voir le grand nombre de personnalités juives qui ont évolué dans les partis de gauche, des noms des personnages très connus, n'est-ce pas, Léon Blum, Badinter et d'autres, et sans parler des intellectuels juifs qui ont aussi évolué dans des journaux, dans des mouvements de gauche. Et donc, c'était une donnée presque fixe. L'antisémitisme, c'est quelque chose de droite. Or, ces derniers temps, après le 7 octobre, il est apparu qu'en fait, cette généralisation était un peu trop hâtive, que la gauche aussi peut devenir antisémite, et tout le monde, bien sûr, pense à M. Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. Mais, historiquement parlant, l'antisémitisme aussi, même dans sa naissance, était aussi de gauche. Il suffit de rappeler un texte absolument terrible de Karl Marx à propos de la question juive. C'est le titre. Et Karl Marx dit tout simplement il faut, avant d'émanciper l'humanité, il faut d'abord que l'humanité s'émancipe des Juifs. Il faut aussi rappeler même notre cher Jean Jaurès. Jean Jaurès qui encore en 1995 a publié un texte dans la Dépêche de Toulouse où carrément il prenait fait et cause pour les antisémites algériens, les antisémites pieds noirs d'Algérie. Jean Jaurès qui expliquait qu'en fait, que s'il n'y avait pas les Juifs et leurs méfaits, les Arabes d'Algérie auraient accepté la présence française. À l'époque de Jaurès, et ce qui est intéressant, surtout en Algérie, mais ce n'était pas seulement en Algérie, l'antisémitisme était considéré comme une idéologie socialiste. D'ailleurs, il y avait des associations antisémites, anti-juives. C'était l'association anti-juive, anticapitalistes. C'était le même nom, socialisme et anti-judaïsme. Et si on prend l'un des chefs vraiment pied noir de cet antisémitisme, M. Max Régis, lui, dans son journal qui s'appelait l'anti-juif, n'est-ce pas, il faisait toujours un parallèle entre la Révolution française et la révolution et la libération, n'est-ce pas, de la France, et la libération de l'Algérie pied noir de la présence juive, en utilisant toute la phraséologie possible, l'art de liberté, la Marseillaise anti-juive. C'était un hymne de tous les antisémites algériens. Donc, mais avec l'affaire Dreyfus, c'est vrai que l'antisémitisme a cessé d'être une idéologie, disons, de gauche, disons ouvertement de gauche, et ça s'est poursuivi. Cette pause, si vous voulez, antisémite dans les milieux de gauche, ça s'est poursuivi juste dans les années 30. Dans les années 30, on commence à voir des Dreyfusards à s'associer à des associations antisémites. On commence à voir des noms que nous connaissons tous, comme Doriot. Doriot, c'était un communiste bien connu, qui va devenir le Doriot que nous connaissons. Et puis, on peut encore ajouter d'autres exemples. Donc, et tout cela pour vous dire que l'antisémitisme n'est pas entièrement étranger à la gauche, on peut aussi véritablement parler de rebond de l'antisémitisme, et donc ce qui arrive aujourd'hui, n'est-ce pas, ne devrait pas nous étonner d'une certaine manière si on s'en remet à l'histoire, si on s'en remet à d'autres. Il faut dire aussi qu'entre cette période de la Seconde Guerre mondiale ou avant la Seconde Guerre mondiale et nos jours et notre actualité, il y a eu aussi des événements non moins importants de cette accointance, qui expliquent cette accointance
entre la gauche et l'antisémitisme. Et l'événement le plus important, à mon avis, se passe en Union soviétique. L'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique après la Seconde Guerre va utiliser en fait l'antisémitisme dans ses outils, si vous voulez, anticapitalistes. Tout le monde se souvient du procès de Prague. Le procès de Prague, qui était un procès soi-disant antisioniste, mais en fait antisioniste déjà à l'époque. Antisionisme et antijudaïsme, c'est devenu presque synonyme dans la phraséologie communiste. Et ce qui est pire, c'est que l'Union soviétique de l'époque va utiliser un texte fameux, le protocole des sages de Sion, qui ont été rédigés par la GPU, d'abord par les services secrets tsaristes, puis recyclés par les services secrets russes. Et ces textes-là, ces protocoles des sages de Sion, que l'on va retrouver, réédités, et puis et cités même dans un journal que nous connaissons tous, qui s'appelle l'Humanité, à l'occasion des fameux procès contre les intellectuels juifs, les procès des blouses blanches, les procès de Prague, j'ai parlé, etc. Mais ce qu'il y a aussi d'important, là, ça va me rattacher au deuxième sujet, savoir cette facilité de l'antisémitisme de passer d'une ère de civilisation à l'autre, c'est que l'Union soviétique, à l'époque, va devenir la grande alliée, surtout pendant la guerre froide, du monde arabe. Du monde arabe, et l'Union soviétique va donc utiliser l'antisionisme, mais un antisionisme avec de forts relents anti-juifs, dans sa propagande, dans son rapprochement avec le monde arabe. On peut dire que c'est cette accointance entre une vieille gauche, l'Union soviétique, qui va ranimer cette tradition de gauche dans l'antisémitisme, et puis la diplomatie soviétique, qui est probablement qui est à l'œuvre dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Et puis, ma deuxième partie va traiter de la situation dans le monde arabe. Je voudrais, pour commencer, dire que tous ceux qui disent que la situation des Juifs dans le monde arabe a été toujours un enfer se trompent. Le monde arabe, les Juifs ont probablement vécu l'une des périodes les plus belles de leur histoire, surtout de leur histoire et culture, dans le monde arabe. C'est dans ce monde arabe que la philosophie juive est née. C'est dans ce monde arabo-musulman que la liturgie juive s'est développée. Et dans ce monde arabo-musulman du Moyen-Âge, n'est-ce pas, le judaïsme a été probablement des plus florissants. Et cette situation, donc, met parallèlement à cette ouverture du judaïsme au monde arabe, il y a un statut des Juifs. Le fameux statut des dhimmi. Or, il faut éviter les comparaisons. Le statut des dhimmi, ce n'est pas le statut des Juifs sous Vichy ou dans le monde. Non, le statut des dhimmi, les Juifs sont tolérés. Les Juifs sont tolérés, ils sont ségrégés, tout comme les femmes, n'est-ce pas, et d'autres catégories, mais les Juifs sont tolérés. Il faut juste rappeler une chose, c'est que les Juifs, dans le monde arabe, jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même au-delà, pouvaient pratiquer librement leur culte, alors que dans un pays, le nôtre, n'est-ce pas, comme la France, il fallait attendre la Révolution française pour que la liberté de culte soit permise, soit octroyée aux Juifs. Donc c'est la base de la situation juive dans le monde arabo-musulman. Mais cette base va changer. Elle va changer à partir, disons, du XVIIIe siècle, en même temps que les débuts de l'impérialisme européen, en même temps que l'impérialisme européen, l'impérialisme européen qui va déferler sur le monde arabo-musulman, et cet impérialisme européen va être très bénéfique aux Juifs, c'est un fait. Cet impérialisme, il va s'exprimer par l'avènement d'organisations juives internationales, comme l'Alliance israélite universelle. Il va déboucher aussi sur le colonialisme qui va améliorer la condition des Juifs, c'est un fait, par rapport à la condition des Arabes. Et c'est un autre fait aussi,
les Juifs, dans leur ensemble, n'ont pas considéré la conquête européenne de leur pays respectifs, comme une tragédie. Alors que les populations musulmanes, oui, pour des choses absolument évidentes. Et à la suite de ce hiatus, de cette déconnexion des Juifs de leur société globale, le problème juif va naître dans le monde arabe. Il va cesser d'être un problème religieux, un problème des relations entre l'islam et le judaïsme, pour devenir un problème politique. Et donc on va assister, à partir de la fin du XVIIIe siècle, du début, à la politisation du fait juif dans le monde arabo-musulman. Au départ, cette politisation pouvait s'exprimer par des manifestations anti-juives, etc. Mais par la suite, c'est au cours du XIXe siècle, comme le monde arabe va s'ouvrir à l'Occident, des thématiques chrétiennes, anti-juives, vont pénétrer le monde arabe. Et c'est ainsi qu'elles vont le pénétrer par le truchement des minorités chrétiennes dans le monde arabe. Donc les minorités chrétiennes dans le monde arabe ont joué un rôle éminent dans cette diffusion de l'antisémitisme dans le monde arabe. C'est pourquoi cet antisémitisme d'abord était présent au Levant, où il y avait des minorités chrétiennes, et non pas au Maghreb, où il n'y avait pas de minorités chrétiennes. Et c'est ainsi qu'à partir de la fin du XIXe siècle, le monde, cette thématique, donc, va se développer, et notamment après un événement très connu, c'est l'affaire de Damas. L'affaire de Damas, cette accusation de meurtre rituel par un moine, après le meurtre d'un moine à Damas. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette accusation de meurtre rituel, qui fait partie vraiment de façon intrinsèque de l'antisémitisme chrétien, va passer de proche en proche aussi dans la vision musulmane des Juifs. Donc c'est un exemple de contamination. Donc la problématique antisémite ou anti-juive va donc s'aggraver au cours des années suivantes, parce que les Juifs vont se rapprocher davantage des puissances coloniales, c'est un fait. Et puis surtout, il y aura l'apparition du sionisme et l'arrivée des premiers colons juifs en Palestine. Donc il y avait, si vous voulez, le terrain était préparé déjà par la politisation du fait juif, et ça va devenir quelque chose de plus terrible avec l'avènement du sionisme et la rivalité, la confrontation entre juifs et musulmans ne sera plus seulement religieuse, mais aussi politique. Et ainsi, bien sûr, on va assister à partir, disons, de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, à une aggravation de ces tensions entre juifs et musulmans. Elle passe par la création de l'État d'Israël, bien entendu. Elle passe par la décolonisation, quand les juifs ont quitté en masse le monde arabo-musulman. Elle passe par les défaites musulmanes dans les guerres contre Israël, notamment la Nakba, à savoir l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens, et puis des défaites absolument terribles, comme celle de la guerre de 6 jours. Celle de la guerre de 6 jours qui va voir tout Jérusalem occupé par des Juifs. Et parallèlement à ces défaites, on va assister à une nouvelle phase théologique, si vous voulez, de l'évolution de l'islam, l'apparition de ce que nous appelons aujourd'hui l'islamisme. Alors, cette apparition a commencé par un questionnement. Un questionnement posé par tout simplement les érudits musulmans. Pourquoi nous, musulmans, qui détenons, d'après la Coran, la plus belle des religions, n'est-ce pas, pourquoi sommes-nous battus, sommes-nous écrasés d'abord par l'Occident, et puis par les Juifs, n'est-ce pas, par cette minorité juive. Et la réponse des islamistes, et notamment du plus grand penseur islamiste, Saïd Qutb, l'Égyptien, c'est nous avons tout essayé. Nous avons essayé le nationalisme, nous avons essayé le panarabisme, nous avons essayé le communisme, le socialisme arabe. Pourquoi ne pas essayer l'islam? Et à partir de ce moment, d'accord, il y a cette résurgence de l'islamisme
et on va assister à la naissance de ce qu'on appelle l'antisémitisme islamique. Dans cet antisémitisme islamique, il y a vraiment beaucoup d'apports de l'antisémitisme chrétien. Par exemple, c'est considérer les juifs comme l'ennemi mortel de l'islam. Par exemple, même dans la charte du Hamas, l'utilisation des protocoles des sages de Sion, et comme texte et comme source. Et puis, ce qu'il y a de terrible, c'est dans cette vision-là islamiste, c'est considérer le conflit entre juifs et musulmans non pas comme un conflit politique, qui peut se résoudre comme le voulaient les nationalistes palestiniens, Yasser Arafat et les autres, sur un plan politique, n'est-ce pas, mais un conflit théologique. C'est un conflit théologique avec cette affirmation que le conflit entre juifs et musulmans resterait vivace jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort d'idéal des juifs. Et donc, alors, c'est cette dimension, c'est ce mélange, n'est-ce pas, de thèmes qui sont étrangers à l'islam normatif, n'est-ce pas, à savoir des thèmes antisémites d'origine chrétienne ou européenne, plus une thématique qui repose aussi vraiment sur des traditions musulmanes, généralement en principe apocryphe, par exemple, cette tradition qui est appelée dans les textes la tradition des pierres et des arbres, n'est-ce pas? C'est un hadith, mais c'est un hadith qui n'est pas reconnu comme un hadith authentique, n'est-ce pas? C'est un hadith, mais il ressort. Il en est de même d'un autre hadith, à savoir sur les circonstances de la mort du prophète. Suivant un autre hadith, n'est-ce pas? Le prophète serait mort à la suite d'un empoisonnement occasionné par sa dernière épouse juive. Il serait mort 2 mois ou 3 mois ou plusieurs semaines. Là aussi, ce n'est pas un hadith, mais cette thématique, n'est-ce pas, de la mort du prophète des mains d'une juive, d'accord, tout comme la thématique de la fin du monde, de la fin du conflit des pierres et des arbres, ou des arbres et des pierres, on ne peut pas l'ignorer, sont d'origine musulmane, mais d'une certaine manière tronquées, si vous voulez. Et donc, c'est là la gravité du moment. La gravité du moment, à savoir, on n'est pas seulement devant un phénomène antisémite, disons, politique ou économique, mais un phénomène qui est religieux et théologique, et ce qui rend les choses plus graves, c'est pourquoi on a parlé tout à l'heure des nouvelles générations, c'est qu'aujourd'hui, à l'exception de mon voisin, monsieur, il n'y a pratiquement pas de force politique musulmane pour contrer ce discours. Je suis persuadé que tous les musulmans, l'écrasante majorité des musulmans ne sont pas des islamistes, d'accord. Mais hélas, force est de constater qu'il y a un silence assourdissant de probablement cette majorité musulmane qui rejette l'antisémitisme islamiste comme ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. La même question pour Galeb sur le retour de l'antisémitisme, et je voudrais peut-être que vous réagissiez sur la question justement des courants. Est-ce qu'il y a un courant de pensée qui pourrait contrer assez fort pour contrer cet antisémitisme? Merci bien, merci Léa. Le sujet est si dense qu'il lui faut quelques préambules et préliminaires, avec beaucoup de froideur d'esprit et de distanciation. Raison de plus quand Claude dit il est préoccupant, il est sérieux, il est grave, c'est là où il ne faut jamais être ni dans la surenchère ni dans la surchauffe. Donc d'un point de vue purement méthodologique, je souscris en grande partie à la fresque historique donnée par Michel. Et, si vous permettez, je ferai quelques va-et-vient entre le temps long qu'il faut savoir convoquer pour aplanir les difficultés du temps présent et aussi maintenant le contexte actuel. Et donc parmi ces quelques mots
en guise de préliminaire, je ne suis pas ici comme arabe ou comme musulman, je suis comme homme. Et rien que tout ce qui est humain ne m'est étranger, pour reprendre la phrase de Terence, l'esclave affranchi. C'est avant tout. Et j'ai envie de dire aussi comme citoyen, sous la voûte commune de la laïcité. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas la solidarité comme une solidarité allant de pair avec l'appartenance confessionnelle ou ethnique. La solidarité, de mon point de vue, est toujours fondée sur le droit et la justice. Je n'ai pas cette acception camuséenne, elle serait apocryphe, mais en tout cas on lui attribue d'avoir dit « je préfère ma mère à la justice ». Ah non, moi je préférerais la justice à ma mère. Il l'a dit dans un contexte bien particulier. Et sans vouloir faire étalage d'une vaine érudition, quand on voit l'allégorie de la paix, Irène, de Jacob Jordanès, peintre flamand du XVIIe siècle, on a une belle femme, c'est elle, Irénée, et elle a 2 sœurs, Dike et Eunomia. Dike, c'est la justice, et Eunomia, c'est l'ordre juste, la norme heureuse, enfin l'ordre juste de Ségolène Royal peut-être. Donc c'est pour ça que c'est d'abord l'homme qui parle. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faudrait que je dise quelques points fondamentaux, et je répondrai à votre question, mais rassurez-vous, la réponse va être très, très rapide. Pourquoi il y a un antisémitisme, un rebond, ce qui sous-entend qu'il aurait été résiduel, et maintenant il se consolide. Il se consolide parce qu'il y a un contexte international, géopolitique. Ceux qui avaient une inclination pour l'antisémitisme se sont dit « tiens, chouette, alors on va s'engouffrer », et d'autres, peut-être avec manque de discernement, font un amalgame, le mot est arabe, un amalgame entre dénoncer ce qui se passe par un gouvernement et prendre uniment, indistinctement, les membres de tout le pays et les administrés du dit gouvernement, non seulement sur place, sans vouloir faire une compréhension que déjà la société elle-même sur place est divisée, et en prendre d'une manière, là aussi, indistincte et généralisée, l'ensemble des Juifs de par le monde. Mais je voudrais revenir à mes points fondamentaux. C'est que, aucune cause, si noble soit-elle, aucune révolte, si légitime soit-elle, n'implique le massacre des innocents, ni de prendre contre leur gré des personnes pour les priver de leur liberté. Il faut que ça soit dit, ça a été dit, peut-être pas suffisamment entendu, mais il faudrait le faire savoir et le dire. Deuxièmement, le droit de se défendre n'est pas la vengeance. Et le fait de se défendre, c'est dans la Torah, œil pour œil, dent pour dent. Pour un œil, ce ne sont pas les 2 yeux, pour une dent, ce n'est pas la mâchoire, et pour une vie humaine, ce n'est pas la tribu. Simplement, parce qu'on n'assèche pas l'eau par l'eau et on n'éteint pas le feu par le feu. Et ceux qui pensent qu'il faudrait que la force, et parce que c'est la meilleure réponse, de mon point de vue, se trompent. Et donc, je reviens à la condition qui n'est pas à la solidarité qui n'est pas inconditionnelle et elle n'est pas instinctive, elle va de pair avec le droit et la justice. Je dis ça parce que Claude, pardon si je trahis un conciliabule écrit par mail, la rabbine Delphine Orviller a pris des positions courageuses, ça serait bien qu'un musulman prenne la même chose. On prend des positions courageuses,
ont conscience, et votre serviteur, déjà avec le rabbin Philippe Haddad, en 2002, nous avons dit la même chose. C'eût été le peuple israélien qui souffrit en subissant les affres de l'occupation, nous eussions tous été, le premier, votre serviteur, eût été solidaire du peuple israélien parce qu'il subit les avanies et les affres de l'occupation, et il n'y a jamais d'occupation douce, jamais. De faire preuve de génie partout, sauf dans un domaine d'occupation. Maintenant, ce qui a été dit à travers l'histoire, et je ne suis pas dans une situation de plaider une cause pro domo. J'ai l'habitude de le dire, je le dirai encore une fois. Prenons 3 séquences. En gros, de Médine, on est à partir de 622 jusqu'au 19e siècle, et puis 1947-48 jusqu'au 7 octobre, et à partir du 7 octobre, maintenant, on a 3 séquences dans l'histoire. Pour la première séquence, je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Michel. Et je fais mienne, mais il n'est plus là pour corroborer mes propos, mais si on cherche dans les archives, on les trouvera. Cette belle parole, c'est moi qui souligne belle, du rabbin José Eisenberg. Je suis mal placé pour le dire, mais c'est ainsi. Pourquoi je dis je suis mal placé pour le dire? Parce que c'est un farouche adepte de la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité humaine, les manquements à l'éthique, les manquements au bon sens, au discernement, à l'intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit. Mais bon, c'est ainsi, on est dans un contexte où il faut que je convoque José Eisenberg, qui a dit, vous savez, et c'est pas pour charger nos compatriotes chrétiens, depuis Jules Isaac et le Concile Vatican II, les choses ont évolué d'une manière spectaculaire et exemplaire, et même qu'il faudrait savoir saluer. Donc José Eisenberg disait, les Juifs étaient malheureux en contexte chrétien, sauf exception, et ils étaient heureux en contexte islamique, sauf exception. Un mot sur le fameux trait d'union. Sur le plan civilisationnel et culturel, le trait d'union entre judo et islamique était beaucoup plus prégnant dans l'histoire que le trait d'union entre judéo-chrétiens, sans ignorer les questions théologiques des écrits vétéros et néo-testamentaires, sur le plan civilisationnel et sur le plan culturel. Un mot sur le statut de la dhimmitude. Loin de moi de le justifier maintenant, bien entendu. Ça n'a aucun sens et il faut le condamner comme tel, bien évidemment. Et qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, sans commettre ce qu'on appelle un parachronisme ou un anachronisme, parce qu'on le juge avec les avancées éthiques des droits de l'homme, démocratiques de maintenant. Mais pour l'époque, ce fut le meilleur statut qu'on eût pu trouver sous quelque climat que ce fut. Pour l'époque. Et en plus, il n'était pas toujours pratiqué d'une manière aussi drastique. J'en veux pour exemple, mais uniquement un simple exemple, la dynastie des Ibn Nagrela comme vizir, père et fils, à Grenade. Les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais chez la dynastie Ibn al-Ahmar, donc ceux de l'Alhambra, si vous voulez, la dynastie nasride. Et puis, il ne s'agit pas uniquement du monde arabe, il s'agit du monde musulman. Monde musulman, on l'a dit bien après de Lesseps, on ne le disait pas avant, mais les Juifs qui se trouvaient à la cour de l'empereur Akbar dans la dynastie moghole. Parce qu'on s'extasie peut-être sur la conviviancia,
On a peut-être même magnifié plus qu'il en faut ce qui se passait à Cordoue ou à Grenade, mais on oublie ce qui se passait en Asie, en Transoxiane. Bon, un dernier mot sur cette affaire du temps long. La Guénizette du Caire, derrière, dans une synagogue, derrière, il y avait des manuscrits qu'on a trouvés depuis, en gros, 8 siècles. On avait beau les passer en revue, on ne trouve aucune trace de ce qu'on appellera plus tard un pogrom. Les pogroms viendront après, à Constantine ou je ne sais où. Après, Michel a tout à fait raison, j'appelle par son prénom affectueusement. Donc, il y a eu une politisation de la question juive, y compris dans le contexte de la colonisation algérienne, avec cette idée, si vous vous insurgez avec nous comme compatriotes d'un même pays contre l'idéologie coloniale, suprémaciste, haineuse et raciste, eh bien, c'est par-delà l'appartenance confessionnelle que nous nous insurgeons. Si nous avions un peu plus de temps, je me serais appesanti davantage sur ce cas. Après, il va y avoir, bien entendu, cet islamiste, ce penseur, penseur, le mot est trop fort pour lui. Et curieusement, il était laïque quand il était aux États-Unis. Il y a eu une sorte de conversion, si je puis dire, un peu à l'envers. Et donc, il théorise cette idée, un slogan creux, l'islam est la solution, parce qu'on a essayé d'autres solutions qui n'avaient pas abouti. Maintenant, déjà après la seconde intifada, j'ai eu l'occasion de dire, et indépendamment de ce contexte, lorsqu'un juif est attaqué dans sa synagogue, le musulman doit trembler dans sa mosquée parce que son tour viendra s'il ne se montre pas solidaire avec son propre compatriote et son semblable. Et ça restera pareil, ça ne changera pas. Parce qu'il n'y a aucune raison, ni intellectuelle, ni spirituelle, ni métaphysique, ni humaine simplement, de prendre autrui comme responsable de ce qu'a pu commettre un autre et ailleurs. C'est que le ressentiment que vous seriez susceptible de nourrir contre un peuple ne vous incite jamais à être injuste. C'est bien à méditer des passages de cet ordre. Je finirai par me référer à Meir Baracher. Meir Baracher est l'un des plus grands islamologues contemporains, encore en vie, et que Dieu lui prête vie. Dans son ouvrage « Les Juifs dans le Coran », il est israélien, et il disait que dans la phraséologie coranique, on a dans ce champ sémantique 3 appellations pour les Juifs. Il y a les fils d'Israël, il y a ceux qui se judaïsent ou ceux qui se sont judaïsés, et il y a les Juifs. Et ce n'est pas pour rien, selon l'analyse de Meir Baracher. Il dit, lorsqu'il y a les fils d'Israël, les propos sont dithyrambiques, élogieux et très laudatifs. Lorsqu'il est dit ceux qui se judaïsent ou ceux qui se sont judaïsés, les propos sont neutres, un peu comme dans le verset 62 de la sourate 2, ceux qui ont cru, ceux qui se judaïsent, les Nazaréens et les Sabéens n'éprouveront nulle crainte ni tristesse. Et quand il s'agit des Juifs, il s'agit particulièrement des Juifs de Médine, auquel cas il ne faut pas donner à ces passages-là une portée universelle, métahistorique ou anhistorique, ça ne concerne que les Juifs de Médine. Hélas, 1000 fois hélas, un conflit qui d'abord est un conflit politique et de territoire, c'est drapé dans des considérations confessionnelles et théologiques, et on va mobiliser
des passages qui se trouvent dans le Coran où on essaye de rendre authentiques des hadiths apocryphes. Et quand bien même ils seraient authentiques, il n'a pas lieu de les appliquer, bien entendu. De toute façon, ça concerne les fins dernières et c'est une affaire d'eschatologie. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, il n'y a pas lieu de les appliquer. Ça doit être... Il y a des choses qui concernent la crise de la civilisation de l'islam avec grand I. Quand il y a la majuscule, ça renvoie à la civilisation. Quand il y a un petit I, ça renvoie uniquement à la religion. C'est un peu comme le juif avec la majuscule. Ce sont des considérations civilisationnelles et le juif, c'est celui qui est pratiquant et pour des considérations religieuses. Ce sont des facéties chez les typographes, bien entendu. Et donc, eu égard à cette crise, il y a effectivement une refondation de la pensée théologique islamique qui s'attaque à 4 chantiers titanesques, celui de la liberté de conscience, de l'égalité fondamentale, ontologique entre les êtres humains, par-delà leur appartenance confessionnelle ou leur option métaphysique, ou le genre même, la désacralisation de la violence et l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à la révélation et la croyance. Et ça, ce sont les penseurs, les philosophes, les théologiens qui doivent prendre à bras-le-corps ce chantier. On y parviendra lorsque la communauté internationale agira dans le sens de mettre fin à une situation qui a assez duré. Et là, ce sont les bonnes volontés, c'est un concours de bonne volonté d'hommes et de femmes qui ont la faiblesse de croire qu'ils sont pour un humanisme. Que cet humanisme soit théocentré, j'aime Dieu et je le traduis par des actes concrets à l'égard de son icône et son vicaire sur terre, ou que cet humanisme soit anthropocentré, parce qu'il s'agit de l'homme, eh bien, quand on est de cette sensibilité-là, on a envie d'avoir une situation qui soit assainie. Parce que, enfin, je pense qu'il n'y a plus de micro. Ah, maintenant, il est revenu. Bon, c'est peut-être même une indication pour que j'arrête là mon propos et qu'on laisse place peut-être à une autre série de questions. Alors, Léa, il faut veiller à l'heure. On aura jusque 7h30. Et ce qui sera bien, on va continuer les questions, c'est aussi naturellement quelques questions de la salle. Alors, peut-être une dernière question avant les questions de la salle auxquelles vous pouvez répondre. Je viendrai avec les questions de la salle aussi. Alors, je vous ai entendu parler du conflit à Gaza et de certains juifs qui le dénoncent. Et moi, je voulais vous parler de ce que je connais en tant que représentant donc, de l'Union des étudiants juifs de France. C'est ce qui se passe dans les universités, mais je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe dans la société française, pour peut-être faire le lien entre donc l'histoire que vous avez racontée sur le temps long et ce qui se passe aujourd'hui concrètement en France et l'antisémitisme que subissent les juifs. Alors, on parle souvent d'importation du conflit israélo-palestinien, on peut l'appeler comme on veut, mais voilà, l'antisémitisme en tout cas qui est issu de la haine d'Israël existait avant le 7 octobre, mais on a constaté, je trouve, et beaucoup d'étudiants de l'UEJF constatent qu'il y a vraiment une explosion, comme on le sait depuis le 7 octobre, mais surtout une sorte de décomplexion à délégitimer l'existence de l'État d'Israël, à être antisioniste dans le sens être contre un État pour les Juifs, une autodétermination du peuple juif, et ce, dès le 8 octobre. Donc, je voulais vous poser cette question. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Le 7 octobre, plus de 1000 juifs se sont fait... israéliens se sont fait attaquer, mais aussi parce que juifs, et d'ailleurs les juifs de France se sont sentis attaqués également dans leur chair et ont senti leur état refuge menacé.
Et dès le 8 octobre, on a reçu à l'UEJF des centaines de témoignages. Mon téléphone sonnait vraiment tous les quarts d'heure d'étudiants juifs qui nous disaient qu'ils avaient été exclus d'un groupe de promo, exclus de travaux qu'ils faisaient avec leurs camarades, traités tout de suite de criminels. Bon, plus tard, on a parlé de génocidaires pour les juifs, mais c'était vraiment avant la riposte d'Israël. Et je voulais vous poser cette question. Comment expliquer cette obsession dès le départ, ce switch, alors que originellement c'est quand même l'État d'Israël qui a été attaqué? Et bon, après, aussi peut-être que vous pourrez parler, notamment M. Abitbol, de la réactualisation peut-être des tropes antisémites dans le cadre de ce conflit, puisqu'on a vu que des préjugés, des stéréotypes antisémites millénaires étaient réactualisés là dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas qui veut commencer. C'est vrai, tous ceux qui ont vécu en France le 8 octobre, le 10 octobre ont constaté, dans ce que vous venez de dire, que aussitôt l'émotion du 7 octobre passée, les choses ont repris leur cours normal, d'une certaine manière. On a commencé à attaquer Israël. Mais je voudrais professionnellement revenir à cette diffusion des tropes dont vous avez parlé. Dans le monde arabo-musulman, et c'est ça peut-être le grand drame, c'est que le terme de sionisme et le terme de judaïsme, ou le terme de sioniste et juif, sont interchangeables. Quand on écoute, quand on lit la presse, par exemple, palestinienne, et pas seulement palestinienne, la presse du monde arabe en général, le sionisme et le judaïsme, c'est du pareil au même. Et donc, la critique antisioniste se transforme assez rapidement en critique anti-juive, etc. Et d'ailleurs, dans les communiqués officiels du Hamas et dans d'autres, on parle des juifs. On ne parle pas des sionistes, on parle pas. Le mot israélien n'existe pas dans cette phraséologie. Donc c'est ou sioniste ou juif. Et d'ailleurs, dans M. Saïd Qutb, dont nous avons parlé, ce père de l'islamisme, pour lui, le sionisme, c'est la religion, c'est la vision politique du judaïsme. C'est-à-dire que ce n'est pas une idéologie qui est distincte du judaïsme en tant que religion, mais c'est son essence politique. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinguo entre le sionisme et judaïsme. Un autre élément aussi qui renforce cette impression, c'est que traditionnellement, et M. Belchav en a parlé, il y avait un véritable apport du judaïsme à l'islam, et notamment dans ses traditions. Les islamistes connaissent le terme de israéliyat. Ce sont des légendes, des traditions d'origine biblique qui ont été introduites dans l'islam. Or, le XIXe siècle, avec ce début d'aggravation des relations entre juifs et musulmans, on va assister chez les réformistes musulmans, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire chez les modernistes musulmans, on va assister à un phénomène que j'appellerais de déjudaïsation de l'islam. C'est-à-dire que ces fameux israéliyates vont devenir des textes à rejeter. Pire encore, des personnages centraux dans l'histoire ancienne de l'islam qui étaient d'origine juive, d'accord, comme El-Munabi et d'autres, on va commencer à reparler de leur origine juive et même les accuser d'avoir falsifié le sens de l'islam, le sens de l'islam en y apportant leur touche juive ou l'origine. Et puis, dernier élément, vous avez bien fait de citer mon ami Meir Baracher, et ce distinguo qui est réel entre les Banu Israël, les fils d'Israël, et les Yahoud et les Juifs, dans l'islam chiite, l'islam de Khomeini, on interprète les Banu Israël, ces fils d'Israël dont le Coran auquel le Coran s'adresse de façon élogieuse, comme les chiites. C'est-à-dire que même l'origine, disons, l'identité juive de Béni Israël est abolie
dans l'islam chiite de nos jours. Donc, il y a cette... Et puis, autre élément, mais ça c'est l'élément de chercheur. Vous savez, quand on voit le nombre, quand on analyse les publications, le nombre de publications dans les bibliothèques, et en arabe, consacrées à l'islam, consacrées au judaïsme, aux juifs et au conflit d'Israël-arabe, il y a très peu d'ouvrages consacrés au judaïsme en tant que tel. L'écrasante majorité de la littérature arabe sur les juifs et l'islam, c'est sur le conflit israélo-arabe, ou bien sur les débuts de l'islam, quand l'opposition entre le prophète Mohammed et les juifs était au maximum, si vous voulez. Donc alors, et toutes ces remarques, en fait, c'est pour expliquer, l'instauration d'une certaine mentalité qui est apparue à l'époque moderne. Alors que le judaïsme, le réformisme juif a essayé, en fait, d'écarter ou d'éloigner la civilisation juive du judaïsme en tant que tel, d'où la naissance du sionisme, de la naissance de l'réformisme. Dans l'islam, le réformisme musulman, qui est un fait, qui a existé aussi, pratiquement à la même période que le réformisme juif, on a modernisé, une tentative de modernisation de l'islam, plutôt une tentative de l'islamisation de la modernité, plutôt qu'une naissance d'une laïcité musulmane. Alors que les réformistes juifs se sont efforcés par tous les moyens à donner naissance à une sorte de laïcité juive. Qu'est-ce que vous aurez souhaité me poser comme question? Si c'est la même question, la question de pourquoi même des juifs qui condamnent ce qui se passe, même des juifs qui condamnent ce qui se passe en Israël aujourd'hui, même des juifs de gauche, ou même des juifs qui disent juste rien, sont victimes d'antisémitisme alors qu'on parle d'importation du conflit israélo-palestinien. Enfin, comment vous expliquez cela? Et peut-être très rapidement parce que... Oui, on va prendre les questions de la salle aussi. S'il faut aller rapidement à une question aussi simple, eh bien, toute atteinte à l'intégrité physique et morale de quelqu'un pour ce qu'il est inacceptable. Donc, alors si vous voulez, quand on rentre dans les explications, il faudra du temps, et ceci est inacceptable. Un étudiant, parce qu'il est juif, est exclu d'une promotion quelconque, ce n'est pas acceptable, et ça c'est la force de la loi. Il faut que la loi soit appliquée avec sévérité et célérité. Alors vous me dites même des intellectuels juifs de gauche, même ceux qui dénoncent ce qui se passe pour le peuple gazaoui, etc. Bien, c'est vrai qu'il faut leur en savoir gré. Il faut leur en savoir gré pour leur courage. Raison de plus pour ne pas faire en sorte d'être brocardé, vilipendé ou atteint même physiquement. Je dis ça avec force, vraiment. Alors, qui dit expliquer ne dit pas justifier. Et qui dit essayer de comprendre, contrairement à ce que pense Manuel Valls, ce n'est pas admettre. D'ailleurs, Manuel Valls se trompe par rapport à l'antisémitisme d'essence arabe. Il aurait pu assister aujourd'hui à ce que lui a dit M. Pitbull. Mais encore une fois, le mais n'est pas une restriction, une explication n'est pas une justification. Quand on est fragile d'esprit, on n'est pas capable de faire suffisamment, on n'a pas cette distance par rapport aux événements. On ne sait pas séparer les registres, distinguer les paramètres, discerner les variables, comme on dit. On constate, et c'est vrai que ce n'est pas un service qu'on rend, l'article est toujours problématique pour les Juifs d'une manière générale, pour la société israélienne d'une manière particulière, et a fortiori celle qui a cette inclination pour la paix, lorsque on ne fait pas preuve justement de discernement. Quand on constate sur certains plateaux de télévision, ceux qui
ont participé, parce qu'il y a des accords éventuellement, à Tsahal, comme soldats, et venir parler naturellement. Alors que d'autres pensent que leur solidarité, dont il faut tout de suite dire qu'elle ne doit pas être instinctive et inconditionnelle, pour les Gazaouis, sont plutôt criminalisés. Et donc ce traitement médiatique, je ne dis pas qu'il est voulu délibérément et partout, mais en tout cas sur certaines plateformes de télévision, eh bien fait en sorte qu'il y a du deux poids deux mesures et que ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, etc., n'est pas du même ordre. Et pour peu, je finis là-dessus, puisque la réponse aurait dû être plus courte, pour peu que des résolutions de l'ONU portant numéro 181, 194, 197, 242, 252, 338, 425, 429, je les connais les autres, mais j'arrête là parce que je vois Claude qui dit qu'il faut qu'on pose les questions, puissent être appliquées, rien d'autre. Alors qu'elles dorment dans les tiroirs de l'organisation onusienne. Des résolutions de l'ONU à 4 chiffres ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer. Le déluge de feu et de fer s'est abattu sur le peuple irakien en dehors de toute légalité internationale. Et c'est normal, malheureusement, que de l'autre côté, dans une idéologie, on essaye de réagir pas de la manière qu'il faut. Mais c'est comme ça qu'on réagit. On sème les résultats du désordre et du chaos. Je ne réagis pas parce que... Non, je veux dire, non, je ne réagissais pas sur l'heure, je réagissais sur le nombre de résolutions de l'ONU et sur l'efficacité de l'ONU, parce que pour que les institutions internationales s'en mêlent et autorités pour créer... pour aider à construire la paix entre les peuples, il faudra certainement la réformer, voire recréer d'autres types d'institutions que celle de l'ONU aujourd'hui, qui a failli, faut quand même le dire. Enfin, c'est ma position. Alors, on va prendre quelques questions, et puis on est désolé, évidemment, c'est pour vous donner envie. Alors ces deux-là sont tellement cultivés que, évidemment, c'est difficile comme débat, mais peut-être ça a provoqué chez vous l'envie de poser quelques questions, bien tout simplement par rapport à la situation. On a le droit de mettre les pieds dans le plat et de poser ces questions. Donc vous levez la main, et puis on leur donnera la parole, 5 minutes chacun, pour répondre à l'ensemble des questions que vous allez poser. Je vois Philippe qui piétine sur sa chaise, non, qui secoue sa chaise. Jacques, tu voulais dire quelque chose? Oui. Ce que j'ai entendu de vous deux est passionnant et j'en savais très peu de tout ça. Je vais simplifier. Aujourd'hui, il me semble que le point de difficulté et de confrontation tourne autour de la reconnaissance de l'État palestinien. Vous avez un état d'esprit un peu général qui consiste à dire que la Palestine, ça existait et que les Palestiniens ont été chassés par l'État juif, l'État israélien. Et la politique de l'État israélien n'est pas favorable à cette reconnaissance de la Palestine, et je pense que tant que ça ne se fera pas, vous aurez l'état d'esprit haineux et négatif que vous avez très bien défini. Et donc je simplifie énormément le sujet, parce que vous l'avez, vous, complexifié avec la connaissance que vous avez de l'histoire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans le temps court, c'est cette affaire de la reconnaissance d'un État palestinien à côté de l'État israélien, avec des droits, avec un mode de vie commun ou parallèle. Enfin,
il faut résoudre cette affaire-là. Voilà. Je me trompe peut-être. Alors, évidemment, c'est une question très importante sur l'État. Quel État faut-il construire dans la région? Donc, qui veut poser une deuxième question, peut-être? Alors, Philippe, Claude, les deux. Alors, Claude d'abord, et Philippe ensuite. Alors, Oui, tiens. Est-ce qu'il serait possible d'envisager, comme le mur de Berlin, un événement soudain qui fasse l'IRP? Ou alors une union des femmes musulmanes et des femmes israéliennes qui ferait comme en Irlande, déciderait d'arrêter et de faire la paix. Est-ce que c'est envisageable? Philippe, tu lui passes une journée. Vous avez énormément développé les enjeux, la conscience des réalités historiques au plan culturel, disons. Mais un problème que nous ne pourrons pas aborder là, parce que ça renverrait un truc, de nouveaux compléments, le rapport entre l'islam, chrétienté, musulman et la politique, et l'organisation politique n'a pas été traitée. Alors si on se place du côté d'un acteur politique, comme moi, j'ai un problème. Après, je cherche les solutions. On ne peut pas renvoyer aux résolutions de l'ONU, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'il y a la crise de la politique un peu partout? Le territoire géopolitique doit être appréhendé. Et donc, comment se comporte-t-on en France, comment se comporte-t-on en pays musulman et à Israël? Ce sont des enjeux concrets vitaux. Il faut répliquer sur le terrain politique. Alors, Jacques vient d'essayer d'aller sur une solution, mais là, il faut voir en quoi les territoires politiques peuvent bouger. Sinon, et le monde musulman c'est très important, je vais peut-être dire une bêtise, si en Arabie Saoudite, dans le Golfe et autres, il y a des gens qui veulent aller vers une direction, vers une solution entre Gaza et Israël. Pour moi, ça ressemble un peu à la bonne nouvelle, mais c'est peut-être idiot de ma part. Vous voyez ce que je veux dire? Chez nous, là où nous sommes, comment devons-nous interpeller les politiques? Alors, qu'est-ce qui doit changer? on a compris la question. Qu'est-ce qui doit changer du côté des politiques? Ils ne vont pas avoir le temps de répondre, Philippe. Hop. On arrête les questions, du coup. coup, merci. Alors, oui, on programmera une autre séance. Michel. Je ne suis pas politique, donc je ne vais pas vous donner. Mais je pense aussi que ce conflit ne sera pas réglé sans la création d'un État palestinien. Ça me paraît une évidence. Toute la question est de savoir quel type de relation cet État palestinien va avoir avec l'État d'Israël, son voisin. Mais ça paraît. Mais cela dit, cette idée d'État palestinien a été vraiment très malmenée avec le 7 octobre. Parce que depuis le 7 octobre, on peut dire que très peu d'Israéliens, c'est un fait, et pas forcément des Israéliens de droite ou d'extrême droite, croient dans cette solution. Et donc, je pense que le conflit israélo-arabe, à l'heure actuelle, n'a jamais été aussi grave, aussi profond que depuis le 7 octobre. Deuxième réponse à vous, madame. Je pense aussi que pour qu'il y ait une vraie solution de ce problème, il faut que les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes se croisent. Et d'ailleurs, s'il y a eu échec des tentatives de paix, par exemple, les fameux accords d'Oslo, parce que c'était des accords entre dirigeants politiques et non pas entre les sociétés. Or, ce qu'il faut, c'est vraiment créer cette société civile israélo-palestinienne. Ça commence par les étudiants, bien sûr,
mais aussi par les professions libérales, par les artistes, par les intellectuels. Et tant qu'on n'aura pas créé cette base ou ce soubassement civil, social, il y aura, hélas, d'après moi, il n'y aura pas de perspective de paix réelle dans cette région du monde. Caleb, là-dessus aussi. Oui. C'est clair que ce n'est pas aujourd'hui que nous trouverons une solution et nous pouvons y prier, aspirer, faire en sorte que, appeler de tous nos voeux, et même ceux qui se sont réunis pendant des semaines, voire des mois à Oslo, on voit ce qu'il en est advenu des accords d'Oslo, peut-être parce que c'était politique, mais bon, ce sont eux qui gèrent les politiques, j'allais dire d'une manière générale, les affaires dans la cité. Pardon Philippe, mais moi je crois à un droit international, humanitaire. Et donc je renvoie à l'ONU, même si elle est inefficace. Et je renvoie aux résolutions de l'ONU pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et tant qu'il y a ces choses qui ne vont pas, il y aura le chaos. Parce qu'on ne peut pas se prévaloir de la légalité internationale pour le cas de Saddam Hussein et on oublie l'égalité internationale d'un autre côté. C'est pour ça que j'y renvoie. Bon. Maintenant, rationnellement, qu'est-ce que nous avons comme solution ? Chère madame, vous avez dit qu'il faut que les femmes israéliennes et les femmes musulmanes, des femmes israéliennes sont musulmanes dans certaines parmi elles. Donc, j'allais dire, la séparation n'est pas entre musulmans et israéliens, puisqu'il y a des arabes chrétiens, des arabes musulmans qui vivent en Israël. Parce que la sémantique a son importance aussi. Donc, rationnellement, on a la possibilité entre trois choses. La solution des deux États, encore faut-il que l'État palestinien soit viable. Et j'ai bien peur que ça, surtout avec l'opération terrestre, j'allais dire, de ce matin, enfin je l'ai lu dans Le Monde, bon. Un État binational, laïque, démocratique, etc., où c'est le citoyen in abstracto de son appartenance confessionnelle qui est là, solidaire de son propre concitoyen comme homme ou femme libre dans une association politique qui œuvre pour le bien de la société commune et asseoir les fondations d'une société solidaire, fraternelle, prospère, démocratique, etc. On se met à rêver, mais en tout cas rationnellement, c'est possible. Soit on dit, ah ben oui, on va faire la Riviera là-bas, on va déporter, et on n'ose pas dire c'est un crime contre l'humanité, le fait de déporter des individus, mais c'est ce que dit Bezalel Smotrich et d'autres. Mais sinon, je ne vois pas la possibilité de sortir de cette impasse, si ce n'est que par ces trois-là. Et donc il faut un courage politique au niveau international. Même Macron dit, peut-être qu'on va différer l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien. Alors que c'était prévu pour juin. Qu'est-ce que ça lui coûte de le dire ou de ne pas le dire ? L'Irlande l'a reconnu, l'Espagne l'a reconnu. Et alors, ça continue, mais en tout cas, il faut aller au bout de sa conscience et de son courage. C'est tout. Et après, chacun, cette fois-ci, selon la conscience, de mettre de l'ordre, j'allais dire, dans sa famille propre. C'est ça le plus important dans... J'aime pas l'idée de communauté, parce que moi, l'horizon, pour moi, c'est l'humanité. Mais dans sa famille, dans sa communauté, dans son peuple. Parce que aucun peuple, aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change si pris individuellement les membres de la nation, du peuple, de la communauté, du groupe humain n'entreprend pas un travail d'introspection et de se conformer à une éthique humaniste. Alors merci. On va les applaudir tous les trois. On a un énorme problème d'éducation. Parce que le citoyen, il ne va pas venir comme ça
vertueux tout d'un coup parce qu'il aime son prochain. Ça ne suffira pas. Hein. Il a besoin de revenir sur l'histoire, de comprendre et de savoir quelle société on a envie de construire par l'humanisme, dans quel monde on a envie de vivre. Quoi. Et après, bien sûr, travailler dans chacune de nos régions, y compris l'Europe, par exemple, on parle beaucoup ce soir. Et l'Europe a certainement un rôle à jouer. J'en profite d'ailleurs pour signaler la sortie d'un livre de Philippe la semaine prochaine, pour que l'Europe ne sorte pas de l'histoire. Et il propose d'en faire une force de paix et de coopération, et de ne pas alimenter, préparer la paix par la guerre. Enfin bon, on revient à l'Empire romain, on revient aux grands empires, etc. C'est pas ça le sujet. Donc effectivement, on aura besoin d'éduquer, de débattre, de rassembler, alors à notre petite échelle, une petite contribution avec ce cercle cinéphile. Quand même, l'idée c'est de vous donner envie d'aller plus loin, en écoutant Michel et Galeb liser leurs livres aussi, mais après ça ne suffira pas non plus parce que c'est complexe, c'est difficile, on a besoin d'échanges, hein, on a besoin de comprendre. Donc on vous donnera rendez-vous pour une autre séance, on vient d'en faire 3. On va faire la lettre des entretiens européens. Je salue Dominique Kurzman qui est parmi nous ce soir, très flattée qu'elle soit là aussi. Et donc on va vous projeter un film que vous ne connaissez peut-être pas, Dan et Aaron Brothers, qui le connaît? Voilà, personne, sauf moi. On est deux. Très beau film israélien. Igal Nadam, israélien lui-même, Nidam, pardon, qui dénonce d'ailleurs l'extrémisme, la violence de l'extrémisme dans sa propre société. Donc on est content d'avoir choisi ce film. Il va nous changer, c'est sur Israël, des films qu'on a vus, puisqu'on a vu La ville sans juifs, on a parlé tout à l'heure. On a vu évidemment Être son destin, hein, l'histoire de Henri Cargès. La dernière fois, on a un peu choqué nos spectateurs avec ce film, mais en même temps, ça a réveillé un peu les consciences. Plus jamais, il faut que ça recommence, quoi. Et puis, on a appris l'histoire des rois, parce qu'on ne la connaissait pas bien non plus. Donc, ce soir, Dan et Aaron, 2 frères, l'un qui est athée, l'autre qui est religieux, il est rabbin, je crois, d'ailleurs, dans le film, hein, mais modéré, qui se heurtent tous les deux à l'extrémisme de leur société. Ils vont d'ailleurs en pâtir, surtout le croyant. Hein. Donc je vous laisse découvrir. Voilà, donc après le film, nous n'aurons pas de débat, mais par contre, je vous propose de rester, parce que nous ferons la surprise, hein, nous allons chanter la prière des mères pour la paix. Alors, cher Galeb, c'est exactement ça, ce sont les femmes israéliennes qui ont appelé les femmes juives, musulmanes et chrétiennes à venir dans le désert, c'était en 2016, pour essayer de trouver des solutions pacifiques à la violence qui oppose les 2 peuples. Et donc, nous avons eu envie de le reprendre. Donc, nous allons le chanter en hébreu, en arabe, en anglais, avec un petit texte en français, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Voilà. D'accord. En tout cas, un grand merci, encore merci. Et maintenant, on lance le film. Et donc, quand il y aura le générique, surtout, vous restez parce qu'on a bien travaillé pour vous. Je ne sais pas si ce sera beau, mais en tout cas, on a bien travaillé. Voilà notre cher André qui nous accompagnera à la guitare. Et nous, les choristes, on vous fera cette petite surprise tout à l'heure. Il faut appeler maintenant le régisseur. Donc, peut-être il faut monter là-haut pour qu'il lance le film.